PTCI, TTIP, TAFTA, traité transatlantique, ce texte a de multiples noms et pourtant il reste méconnu pour beaucoup d'entre nous. Et c'est un texte qui va, s'il est adopté dans les mois à venir, changer pourtant fondamentalement notre vie, le modèle social, démocratique, écologique de société dans lequel nous vivons. Et nous avons la chance d'accueillir à Liège Raoul Marc-Genard pour parler de cette question avec lui. Raoul Marc-Genard, bonjour. Bonjour. En quoi est-ce que ce texte est un texte différent des autres? En quoi est-il un texte dont on doit se préoccuper? En fait, ce texte est très important parce qu'il va apporter des bouleversements considérables, au point même que quand on lit le texte que nos 28 gouvernements de l'Union européenne ont approuvé pour la négociation de ce projet de traité, on a le sentiment que ce n'est pas possible. C'est tellement énorme parce que ça remet en cause des dizaines d'années de combats politiques, de lutte sociale pour parvenir à un modèle de société qui s'est développé fortement après la Deuxième Guerre mondiale dans nos pays et qu'on a appelé parfois l'État-providence ou l'État social. Eh bien, c'est de cela dont il s'agit. C'est une véritable remise en cause de nos manières de vivre individuelles et collectives, puisque ce projet touche tous les aspects de la vie. Les instructions données par les gouvernements à la Commission européenne pour négocier avec les États-Unis prévoient de rendre compatibles les normes sociales en vigueur dans nos pays avec celles qui existent ou n'existent pas aux États-Unis. Mais là, on se trouve devant quelque chose qui est d'une différence beaucoup plus colossale que ce que représente la distance entre l'Europe et les États-Unis, parce que nous avons dans chacun de nos pays un droit du travail, et un droit du travail qui est le résultat de longues luttes sociales et politiques. Nous avons adopté les conventions sociales de l'Organisation internationale du travail, et notamment les fameuses conventions sociales de base sur la liberté de créer un syndicat, sur la liberté d'adhérer à un syndicat, sur la liberté de négocier des conventions collectives, sur le travail des femmes, sur le travail des enfants. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, sur les 199 conventions sociales de l'Organisation internationale du travail, ils n'en ont ratifié que 2, et ils ont dit dans les négociations qu'en aucun cas ils ne ratifieraient les conventions sociales de base que je viens de citer. Donc, si on va s'aligner sur rendre compatibles les normes sociales qui sont en vigueur chez nous avec celles qui n'existent pas aux États-Unis, on peut se rendre compte de la catastrophe sociale qui se prépare et qui pourtant a été voulue par nos gouvernements. Il faut savoir qu'il y a dans les instructions données par les gouvernements des dispositions très importantes pour libéraliser toutes les activités commerciales. Et je prends par exemple le cas des marchés publics, puisqu'il y a un important article sur les marchés publics, mais qui va interdire les pouvoirs publics, communes, provinces, régions, État fédéral, dans les appels d'offres, de privilégier notamment les petites et moyennes entreprises de nos régions et de mettre des clauses qui ne s'adresseraient qu'à des entreprises de chez nous. De chez nous, et quand je le dis de chez nous, ça peut être au niveau européen. Ce qui veut dire que, alors qu'on n'arrête pas de nous dire que les petites et moyennes entreprises, c'est un formidable gisement d'emploi, et c'est vrai, mais c'est qu'aujourd'hui, ce formidable gisement d'emploi, il est directement menacé, parce qu'il faut savoir que si les petites et moyennes entreprises américaines, dont la taille est totalement différente, on peut trouver aux États-Unis des PME qui ont plus de 1000 salariés. Mais si elles peuvent être mises en concurrence dans des appels d'offres avec nos PME de chez nous, le grand perdant, ce seront les nôtres. Et donc, il va y avoir un impact économique considérable. En fait, ce qui est en négociation aujourd'hui ne privilégie qu'un secteur de l'économie, les grandes entreprises qui ont déjà un siège en Europe et un siège aux États-Unis, c'est-à-dire les entreprises multinationales.
les gouvernements de l'Union européenne, les 28, se sont mis d'accord sur un texte qu'ils ont donné comme mandat à la Commission européenne de négocier avec les États-Unis. Et dans ce texte, on trouve un chapitre important sur rendre compatibles les normes dans tous les domaines en vigueur chez nous avec celles qui existent aux États-Unis. Et en particulier, les normes sanitaires, les normes alimentaires, qui font que des protections que nous connaissons chez nous, par exemple, nous interdisons la viande de bœuf traitée aux hormones de croissance. Nous interdisons les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Nous ne voulons pas du poulet qui soit nettoyé au chlore. Nous avons donc chez nous un ensemble de protections pour notre santé, notamment dans le secteur alimentaire, et ces protections sont directement menacées par cette volonté d'aligner les normes sanitaires et alimentaires en vigueur ici avec celles qui sont en vigueur aux États-Unis. Nous avons dans toutes nos législations en Europe une protection du sous-sol qui, chez nous, appartient à la collectivité nationale dans chaque pays, et on procède dans le document européen à une véritable mutation révolutionnaire, puisque le sous-sol va devenir accessible aux firmes privées et aux individus. C'est-à-dire qu'on va libéraliser totalement le secteur de l'énergie, ce qui permettra à ceux qui font de l'exploitation des énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz de schiste, d'avoir accès au sous-sol, et donc de procéder encore plus qu'aujourd'hui à l'utilisation des énergies fossiles qu'on prétend par ailleurs combattre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Le projet de grand marché transatlantique est en complète contradiction avec les objectifs qui viennent d'être adoptés dans le cadre de la COP 21. En juin 2013, les différents gouvernements de l'Union européenne ont donné à la Commission des instructions pour négocier avec les États-Unis. Ces instructions, c'est un document que voici, qui comporte 46 articles, qui n'existait pendant 16 mois qu'en anglais et qui était totalement secret. S'il n'y avait pas eu des fuites, on ne saurait toujours pas aujourd'hui que ces négociations ont lieu. Les parlements de chacun des pays n'ont pas été consultés, et pourtant comme on le voit tout au long de ces séquences, eh bien, il s'agit de choix de société fondamentaux. Non seulement les parlements, donc les élus des peuples, ne sont pas consultés, les peuples le sont encore moins, et ces négociations se déroulent dans le plus grand secret. On en est à la 11e session, elles se tiennent une fois à Bruxelles, une fois aux États-Unis, mais nous ne savons rien du tout de l'état actuel d'avancement des négociations. Ce qui est une formidable atteinte à la démocratie, mais ce n'est pas la seule. Parce que dans le texte lui-même qu'ont approuvé, dans les instructions données par les gouvernements européens, il est prévu des dispositions qui vont complètement déposséder les États de l'Union européenne du pouvoir, par exemple, de revenir sur des législations ou des réglementations en matière de normes sociales, de normes environnementales, de normes sanitaires, de normes techniques. Il y a une volonté de rendre le processus de normalisation sur le niveau américain, de rendre ce processus irréversible. Et donc on a dans le texte des bouts de phrases qui disent qu'on ne pourra pas revenir sur ce qui aura été transformé, bouleversé. Ce qui est encore une attaque à la démocratie. Et puis il y a un énorme chapitre qui a pour objectif d'enlever à nos tribunaux officiels le pouvoir de trancher un conflit entre une firme privée et un pouvoir public. Et je dis un pouvoir public parce que le texte est très précis et il dit que cette capacité de confier à des mécanismes d'arbitrage privés concerne aussi bien le niveau fédéral, l'État, mais aussi les autres niveaux qui ont une capacité de réglementer, comme les régions, les communautés, les provinces et les communes. Et à telle enseigne que, par exemple, une firme américaine qui travaille dans le secteur
des cantines scolaires pourraient très bien demander à attaquer une commune ou une ville qui aurait inscrit dans un appel d'offres pour les cantines scolaires l'interdiction d'utiliser de la viande traitée aux hormones de croissance ou l'obligation de fournir une alimentation bio. Ce serait considéré comme une entrave au commerce, comme un blocage à cette firme américaine d'avoir accès au marché public de cette ville ou de cette commune. C'est très important que des communes, qu'elles soient petites ou grandes, se prononcent contre ce projet, puisqu'elles sont directement visées par le projet qui va s'appliquer à toutes leurs activités au niveau communal. Et une autre importance, je le disais, ces négociations sont secrètes, le document était secret, et donc un des objectifs, c'est de briser ce secret. Et lorsque un conseil communal délibère sur un projet de motion contre le TTIP, l'information se diffuse, l'information se propage, la presse en parle. Et donc on a un énorme travail auquel contribuent ces résolutions au niveau communal ou au niveau régional de diffuser l'information. Au-delà de ça, évidemment, on le sait, les pouvoirs locaux n'ont pas la capacité d'intervenir dans une négociation entre l'Union européenne et les États-Unis, mais les pouvoirs locaux ont dans leur sein des élus qui sont membres de partis politiques qui, eux, sont d'une manière ou d'une autre liés à ces négociations. Et donc pour faire pression sur les partis politiques, et je rappelle quand même qu'à un moment, le Parlement européen devra se prononcer, et puis les parlements en Belgique, le Parlement fédéral, mais aussi par exemple le Parlement de la Wallonie. Et donc il est très important que la protestation vienne du niveau le plus proche des citoyens, qui est le niveau communal. Voilà, j'espère que ces quelques explications de Raoul Marc-Jonard vous auront permis de comprendre toute l'importance de ce projet de traité. Pour celles et ceux qui voudraient poursuivre et avoir plus d'informations, il y a ce petit livre qui a été fait par Raoul. Et maintenant, je dirais que c'est de chacun de nous, de la mobilisation que l'on va pouvoir mettre en place, que dépend la capacité à stopper ce projet de traité.